Vivek Erika présente 300 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous, chers auditeurs, et joyeux Noël, puisque la diffusion de ce dernier podcast de l'année tombe pile le jour où les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. Pour les croyants, Marie aurait donné la vie tout en restant vierge. Un mythe qui fascine les hommes depuis des milliers d'années et qui n'est pas forcément complètement dénué de fondement. Car que l'on soit chrétien, hindouiste, athée ou autre, il faut bien reconnaître que la vie, à un moment donné, a émergé. Il y a des milliards d'années, avant la première reproduction sexuée, avant même la première division cellulaire, il a dû y avoir un moment où la matière inerte, née du Big Bang puis façonnée au cœur des étoiles, est devenue pour la première fois matière vivante. Mais où se situe exactement la frontière entre matière inerte et matière vivante ? Quand a eu lieu cette sorte d'immaculée conception cosmique que nous devrions pour le coup tous célébrer comme la naissance de notre ancêtre commun universel ? Dans quelle soupe primordiale les premières briques de la vie ont bénéficié des circonstances adéquates pour s'assembler, se répliquer et créer la grande lignée des terriens ? Cette vie est-elle née sur Terre ou a-t-elle atterri ici après une maturation ailleurs, dans l'espace ou sur une autre planète ? Peut-on identifier les ingrédients et la recette permettant la création de la vie ? Et dans ce cas, peut-on imaginer que les mêmes ingrédients aient produit les mêmes effets sur d'autres mondes, voire à l'intérieur du système solaire ? Ce processus est-il banal, voire même inévitable ? La vie est-elle une étape nécessaire dans la grande évolution du cosmos ou sommes-nous au contraire un phénomène insignifiant, fruit d'un improbable et non reproductible hasard cosmique ? Voilà pour les nombreuses questions qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui et que nous allons poser à notre invité, Hervé Cotin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes astrochimiste, enseignant à l'université Paris-Est Créteil et chercheur au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Vous avez notamment travaillé sur la conception d'un instrument à bord de la fameuse sonde européenne Rosetta, qui avec le robot Philae avait exploré la comète Chury jusqu'en 2016. Et vous êtes un spécialiste donc des comètes et de la chimie organique, mais aussi spécialiste en planétologie et en exobiologie, cette discipline qui s'intéresse à la vie en dehors de la Terre, puisque vous êtes président de la Société française d'exobiologie. Et vous êtes aussi un vulgarisateur chevronné, puisqu'on peut retrouver vos nombreuses interventions et conférences en vidéo sur le web. Merci beaucoup d'accepter de nous aider à démêler ces grands mystères du vivant aujourd'hui. Pour commencer, peut-être qu'on peut essayer de définir, si la chose est possible, ce qu'est la vie. Il n'y a pas de définition très claire encore de ce qui définit la vie aujourd'hui, mais on peut tenter d'en donner les grandes lignes. Alors effectivement, c'est une question un peu banale dans le domaine des gens qui travaillent sur les origines de la vie et la recherche de la vie ailleurs, de savoir comment définir la vie. Alors, pour un biologiste qui étudie le vivant terrestre actuel, la vie, c'est une évidence. C'est quelque chose qui est basé sur des cellules, avec l'ADN, les protéines, tout le métabolisme qui est associé au fonctionnement biologique, qui est universel, c'est-à-dire tous les organismes vivants allant de nous jusqu'aux bactéries fonctionnent à peu près de la même manière. Et c'est ce qui nous fait penser que tout ça vient d'une origine commune et la diversité actuelle s'explique par une évolution à partir d'ancêtres ou d'un ancêtre commun. Quand on essaie de se poser la question, non pas de définir la vie telle qu'on la connaît, mais de définir la vie en se disant « Tiens, quand la vie est apparue sur Terre ?» Donc on a un avant et un après. Donc on a besoin de se poser la question en d'autres termes que décrire le vivant qu'on connaît. Ou si on se pose la question en se projetant dans l'exploration, en se disant « Tiens, on explore d'autres planètes et on sera confronté peut-être un jour à quelque chose d'étonnant. Est-ce que ça rentrera dans les cases qui nous permettent de dire que c'est vivant ou pas ?» Là, on est confronté à beaucoup de questionnements. Et le constat, c'est de se rendre compte, c'est qu'au final, les gens vont avoir parfois des réponses qui sont en fait une illustration de leur coloration scientifique, en quelque sorte. C'est-à-dire que alors, je suis chimiste, moi, de formation. On va en reparler dans un instant. Moi, c'est plutôt une définition qui va être basée sur des molécules qui va me parler, qui va me permettre de me projeter un petit peu sur ces questions. C'est-à-dire qu'on peut définir la vie soit par ce qu'elle est en termes de molécules, soit par ses fonctions ou ce qu'elle accomplit. Oui, ou un mélange des deux. Mais ça peut être un peu caricatural, mais à peine, par exemple, des physiciens vont raisonner en termes d'énergie. De fait de se maintenir loin de l'équilibre. Les biologistes vont
je répète, hein, c'est caricatural, mais vont dire il faut une compartimentation. Et les chimistes, un peu comme moi, vont se dire pas forcément. En tout cas, la définition ne va pas être placée à ce niveau-là. Alors, pour moi, j'aurais tendance à dire que quelque chose est vivant à partir du moment où on a une structure qui est capable de se répliquer par elle-même, à partir de ce qu'elle va trouver dans son environnement. Et au cours de cette réplication, parfois, elle va commettre une erreur. C'est-à-dire, alors erreur pas forcément péjorative, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se répliquer exactement à l'identique de ce qu'il y avait avant. Et cette erreur va permettre d'enclencher l'évolution. L'évolution au sens darwinien, c'est-à-dire que dans un environnement donné, une petite variation par rapport à ce qu'il y avait avant, ça va être favorable ou défavorable, un avantage ou un inconvénient. Et si c'est un avantage, et c'est très lié à l'environnement, à ce moment-là, cette nouvelle génération va être plus apte à se répliquer par rapport à celle qu'il y avait avant. Ouais, appliqué à ce qu'on connaît à la forme de vie basée sur l'ADN, c'est ce qu'on appelle les mutations, des mutations aléatoires qui créent cette diversité du vivant. Ce que vous dites rejoint la définition que j'ai trouvée donnée par la NASA, qui dit que la vie est un système chimique auto-maintenu capable d'une évolution darwinienne. Oui, c'est ça, c'est cette définition. Alors on dit c'est de la NASA, mais on se retrouve sur leur site, quoi. Mais après, c'est des chercheurs qui ont proposé ça, et voilà, moi j'adhère plutôt à cette définition. Mais ce qu'il faut voir derrière cette définition aussi, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas forcément binaire. C'est-à-dire que peut-être ce qui génère la difficulté à s'accorder sur la définition de la vie, c'est en fait une dynamique entre le non-vivant et le vivant, et qu'il y a toute une zone un peu grise, sans doute, entre les deux, qui fait que c'est pas Fiat Lux du jour au lendemain ou instantané, c'est que ça s'inscrit probablement dans une évolution, dans un processus évolutif, où au cours de cette évolution, il y a derrière une complexité qui s'agrège à ces structures qui se répliquent, qui évoluent. Cette complexité est liée à de l'information. Et derrière, pareil, qu'est-ce que c'est que l'information ? Là aussi, on a un mot valise où on peut parler aussi des heures et des heures là-dessus. Donc, c'est dans la définition de la vie, il y a cette complexité qui est liée au fait que c'est probablement pas binaire. Et qu'il y a à l'intérieur, des notions de complexité, d'information, qui elles aussi sont des choses qui ne se tranchent pas avec des définitions qui sont très faciles. Vous dites pas binaire, il y a des exemples très concrets de ça. Par exemple, on se demande si un virus est une forme de vie. Le virus utilise l'ADN, utilise les cellules d'autres organismes pour se répliquer. Est-ce que c'est un petit bout d'ADN, un genre de bug qui se réplique comme ça de façon délétère pour un autre organisme, ou est-ce que c'est lui-même de la vie puisqu'il y a réplication ? Le virus, c'est un très bon exemple justement de cette zone grise entre les deux. C'est-à-dire que, alors moi je ne suis pas biologiste, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je sais que j'ai des collègues qui vont dire oui, les virus c'est vivant, qui ont même développé des théories en disant que c'était peut-être même un peu le début sur la voie de l'évolution vers la vie. D'autres qui vont dire non, parce que justement c'est un espèce de parasite qui va utiliser les fonctions du vivant actuel pour justement pouvoir se répliquer et se développer. Donc voilà, on est typiquement dans un cas de zone grise qui fait que on a du mal. Et justement, je pense que la difficulté vient du fait que on connaît qu'un exemple. Et définir quelque chose de général à partir d'un seul cas, alors c'est un exercice très intéressant intellectuellement, mais typiquement, si un jour on est confronté à une autre forme de vie, on sera sans doute surpris, on sera sans doute très loin de ce à quoi on a été habitué par la littérature, la science-fiction, les BD qui tournent autour de ça, où en fait on voit des espèces d'hybrides entre des insectes, des poissons et des humanoïdes. Donc ça fait des choses assez extraordinaires, mais en fait dans la littérature de science-fiction, on a besoin en fait de protagonistes pour les histoires qu'on invente. Si on découvre une autre forme de vie, elle sera, à mon avis, très différente de ce à quoi on peut s'attendre. Et là,
je pense que ça nous donnera vraiment les clés qui permettront de définir, de donner une vraie définition de la vie au-delà de nous, Ouais. l'homme et tout le vivant sur Terre. Oui, c'est parce qu'on définit la vie à partir de la Terre qu'on a ce biais-là peut-être. Il y a une des notions qui m'interpellait quand vous parlez d'évolution darwinienne, de ce concept darwinien comme un des éléments de définition de la vie. Pourquoi est-ce que c'est indispensable? On ne pourrait pas imaginer une forme de réplication sans aucune mutation ou sans aucun défaut qui se répliquerait, qui serait quand même de la vie. Cette notion d'évolution darwinienne est indispensable pour définir la vie? Quelque chose qui se réplique sans vraiment évoluer, c'est un cristal. Ouais. Donc, il y avait des croissances dans des mailles cristallines, donc voilà, NaCl. Alors il y a un peu d'information parce qu'il y a une structure cristallographique qui peut être, pour ceux qui ont fait de la cristallographie, très très compliquée en termes de géométrie, d'agencement des éléments chimiques. Mais voilà, ça va pas très très loin en termes de complexité. Alors, j'ai appris que parfois, il y avait des petits défauts dans des mailles cristallines qui étaient même répliqués une fois qu'elles étaient incluses dans ces mailles cristallines. Mais voilà, on a des choses qui se répliquent, même qui évoluent un petit peu, mais il nous manque cette notion de complexité et d'information qui est, à mon avis, nécessaire. Alors, est-ce qu'on pourrait pas imaginer quelque chose qui évolue pas? À ce moment-là, on resterait... je pense qu'on n'irait pas plus loin qu'un stade chimique très, très basique. C'est vraiment le fait d'avoir ces erreurs qui permettent d'expliquer que il y a des éléphants, des crevettes, nous et des bactéries qui sont tout aussi évoluées que nous. On a cette conception des bactéries qui sont au bas de l'échelle de la complexité. Non, une bactérie est tout aussi évoluer, adapter que nous. C'est juste des chemins d'évolution. Elle a aussi 3 milliards d'années d'évolution. Oui, c'est ça. Ouais. Et on peut même dire, comme souvent, elles se répliquent beaucoup plus vite que nous, elles sont peut-être même en avance. Mais elles savent... on voit très bien... la faculté d'adaptation quand on est complètement démuni face à des infections qu'il y a dans les hôpitaux, on ne sait pas se débarrasser de telles bactéries. Pourquoi? Parce que alors, c'est pas qu'elles sont adaptées parce qu'elles sont méchantes et qu'elles veulent survivre, c'est que dans toute la population, il y a des mutations qui vont générer des individus qui sont résistants aux conditions environnementales dans lesquelles ils vivent. C'est pour ça que cette évolution, elle est vraiment liée à un environnement. Et si on trouve de la vie ailleurs, cette vie, elle sera le résultat de l'histoire de cet environnement aussi. On va venir à ces formes de vie potentielles ailleurs. On va rester sur Terre pour commencer. Vous le disiez, il y a autant de définitions que de disciplines au moins. Vous êtes chimiste. On peut trouver des définitions qui passent par cette frontière de la forme de vie, la membrane cellulaire qui définit la frontière entre ce qui est vivant et ce qui n'est pas vivant à l'extérieur. Aujourd'hui, toutes les formes de vie qu'on connaît, en tout cas sur Terre, ont cette définition-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sans cellule. Le principe de la cellule est universel. C'est un autre principe important peut-être à avoir en tête pour essayer d'explorer ensuite ce qu'on peut éventuellement trouver ailleurs. Et il y a la notion de métabolisme que vous évoquiez en tout début. Est-ce qu'en 2 mots, on peut dire ce qu'est un métabolisme et qui est aussi une définition possible d'un être vivant? Alors, le métabolisme, c'est justement l'ensemble des processus qui permettent le fonctionnement, les échanges entre... l'intérieur et l'extérieur, l'environnement, donc l'être vivant et son environnement. En gros, pouvoir manger... Oui, c'est tout ce qui permet de maintenir tous les apports d'énergie qui permettent de maintenir le fonctionnement de cet organisme. Alors, pour revenir brièvement sur la membrane, c'est vrai que je pense que c'est difficile d'imaginer justement un organisme vivant qui se réplique, qui évolue et qui soit stable sur la durée, s'il n'y a pas un genre de compartimentation. Mais moi, j'en ferai pas un prérequis. C'est-à-dire que si, j'imagine n'importe quoi, je trouve sur une planète des réseaux moléculaires qui se répliquent, qui évoluent, qui s'adaptent à leur environnement, je ne vais pas dire, non, il n'y a pas de membrane, c'est pas vivant.
Donc mais je pense que c'est peu probable. Mais je ne le mettrai pas dans ma définition. Je dirais, je pense que il y a peu de chances que ça fonctionne sur la durée s'il n'y a pas cette membrane. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il faut vraiment avoir l'esprit ouvert dans la définition de la vie pour être sûr de ne pas passer à côté d'une forme de vie qu'on pourrait éventuellement découvrir sans s'en rendre compte si on n'a pas la bonne définition. Sur un autre monde, il y a une vie qui pourrait être tellement différente de nous qu'on passera à côté sans la qualifier comme de la vie. Oui. Et justement, tant qu'on n'a pas vraiment de définition et surtout d'autres exemples auxquels on peut se confronter, ça va être, à mon avis, il n'y aura pas vraiment de réponse à cette question. C'est stimulant, c'est intéressant, mais après, quand on est très pragmatique et qu'on recherche des choses, que ce soit sur les origines de la vie ou la recherche de la vie ailleurs, justement, on est un peu biaisé, mais je pense qu'il faut être réaliste et en avoir conscience. On est un peu biaisé par le fait qu'on recherche quelque chose qu'on est capable de chercher, et donc quelque chose qui, en quelque sorte, nous ressemble. Alors donc on a ces différents éléments de définition, une membrane, une évolution darwinienne, donc des erreurs dans la reproduction, un métabolisme, ingérer du milieu extérieur, le transformer en soi-même et le rejeter sous forme de déchets, du coup à l'autre bout de la chaîne. Différentes choses qui forment ces briques de la vie, donc ADN, protéines, membranes, des formes moléculaires relativement complexes. Comment on passe, c'est la grande question, maintenant qu'on a ces débuts de définition, de formes inertes, de ces atomes, de ces molécules simples, de ce tableau périodique des éléments formés dans les étoiles, à ces formes de vie plus complexes. Comment tout ça s'est assemblé finalement? C'est un peu la question qui occupe notamment les exobiologistes. Vous le disiez, il n'y a pas de frontières nettes. J'ai retrouvé un extrait d'une conférence de François Jacob aussi, le biologiste français, qui explique, qui a cette phrase qui dit qu'il n'y a pas de... La matière vivante n'existe pas. Il n'y a pas de matière vivante, il y a de la matière qui est inerte. Et on a longtemps cru qu'il y avait une substance vivante, quelque chose, une espèce d'éther de vie qui serait intéressant à trouver. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. La matière est inerte et c'est juste son mode d'organisation qui fait qu'ensuite, il y a quelque chose qui s'auto-entretient, qu'on appelle la vie. Mais la matière, elle, n'est pas vivante en tout cas. Ah bah oui, Si vous prenez les différentes molécules dont tout être vivant est constitué et que vous les mettiez en tas sur une paillasse, sur une table, il ne se passerait rien, ça serait juste de la matière. Mais alors comment on passe de ces briques? Alors comment est-ce qu'on passe? C'est justement l'une des questions fondamentales. On sait que... on va assez facilement, dans certains environnements, former, par exemple, des acides aminés, qui sont les briques des protéines. Ouais, les protéines qui sont un élément indispensable au fonctionnement des cellules. C'est ce qui permet, en fait, si on veut schématiser, l'ADN et l'ARN contiennent l'information qui régit la construction de l'être vivant et son fonctionnement. L'information est stockée dans l'ADN, transmise par l'ARN. Et en fait, le message de l'ADN code la formation des protéines qui sont en fait des grosses molécules qui assurent le fonctionnement du vivant. Qui vont exécuter en quelque sorte les informations données par l'ADN. Oui. Et les protéines sont constituées d'acides aminés. Et donc, pendant assez naïvement, dans les années 50, années 60... 1950-1960, les chimistes ont cru que parce qu'ils trouvaient des voies de formation d'acides aminés assez simples, typiquement une expérience assez célèbre qui s'appelle l'expérience de Miller, on essayait de reproduire l'atmosphère primitive de la Terre. Alors à l'époque, à tort, probablement, Miller avait choisi du méthane, donc c'est le gaz d'une gazinière, de la vapeur d'eau, de l'ammoniac, de l'hydrogène. Il avait fait une décharge électrique en se disant l'atmosphère primitive de la Terre était constituée de ces gaz. On fait une décharge électrique pour simuler des orages. Et il s'était rendu compte qu'au bout d'une semaine, il avait une quantité extraordinaire d'autres molécules qui étaient formées, qui forment une espèce de petite mélasse qui se déposait sur les parois de son enceinte expérimentale. Et il avait mis un bain d'eau à l'état liquide dans lesquels ces molécules ont barboté et il a trouvé des acides aminés. Alors, il est devenu immensément célèbre. C'était il y a années 50, je crois. Ça, c'était 1953, la publication. Et parce que à cette époque, tout le monde
à penser qu'une fois qu'il y a les acides aminés, c'est facile, il n'y a qu'à les assembler comme des perles sur un collier, on a les protéines. Il y a des choses un peu équivalentes qui se sont produites dans les années 60 avec les briques élémentaires de l'ADN et de l'ARN, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bases azotées, vous savez, les lettres de l'alphabet génétique, A, G, C, T. Bienvenue à Gattaca. Voilà, exactement. Donc l'adénine, la guanine. Ça, on arrive à synthétiser ça dans des conditions qui sont assez plausibles de ce qui aurait pu se produire sur la Terre primitive. Et depuis... bientôt 70 ans, 60 ans, les chimistes se heurtent au fait qu'on ne sait pas assembler ça correctement pour former les protéines ou pour former l'ADN et l'ARN. C'est l'assemblage qui est vraiment compliqué parce que j'ai lu qu'en gros, une vingtaine d'acides aminés suffisait à produire l'ensemble des protéines nécessaires à la vie. Donc on a l'alphabet finalement primaire de ces protéines, c'est 20 éléments. Mais ensuite l'assemblage est extrêmement complexe. On a les lettres, on ne sait pas faire le roman. C'est ça en fait. Et le roman, il ne se fait pas aussi naturellement. En tout cas, on n'a pas trouvé les conditions qui permettraient d'expliquer que ça se fasse naturellement, aussi naturellement que se forment les lettres. Et il y a des avancées, c'est pas complètement bloqué. Depuis une dizaine d'années, il y a des chercheurs qui font vraiment de la chimie prébiotique pure et dure, de synthèse à la paillasse, qui font des tests et qui trouvent des solutions vraiment élégantes pour former, justement, commencer à associer des acides aminés, commencer à former associer les lettres de l'alphabet génétique, le ribose ou le désoxyribose si on est dans l'ARN ou l'ADN. Acide désoxyribonucléique, l'ADN, donc on retrouve les notions de... Et l'acide ribonucléique. Donc on progresse, mais il n'y a pas encore quelque chose qui nous permette d'expliquer facilement comment ça s'est produit. Ouais, si je file votre métaphore, en fait, on a ces lettres. Si on les mélange dans un grand coffre clos de façon aléatoire, il y a peu de chances que les Misérables de Victor Hugo sortent à la fin. C'est un peu complexe de passer de ces lettres. Oui. Sauf que là, il y a la chimie derrière. Et la chimie, ça suit quand même des lois. Qui vont dépendre du solvant dans lequel on est, des réactifs qu'on va mettre en présence, de l'ordre dans lesquels on va les mettre en présence. Donc c'est pas juste... c'est pas purement aléatoire. C'est pas purement aléatoire. Et on essaye de trouver la voie de synthèse qui permettrait d'aller vers ces premières molécules qui se répliquent et s'évoluent. Et à partir de là, j'aurais tendance à dire, il n'y a plus qu'à dérouler la pelote et laisser faire le temps. Parce que si on a quelque chose qui se réplique et qui évolue, cette entité, cette structure va être capable de s'adapter à son environnement, aux fluctuations de son environnement, parce que la Terre primitive, c'était pas un bain contrôlé dans un laboratoire où on contrôle le pH, on contrôle la température. Non, c'était quelque chose qui... À partir du moment où la pelote est lancée, j'aurais tendance à dire, on peut comprendre pourquoi il y a, comme je disais tout à l'heure, des crevettes, des hommes, des éléphants et des bactéries. Sans faire de tort aux biologistes, c'est relativement... Il n'y a pas de mystère. Une fois qu'on a la première bactérie, on a l'homme, grosso modo, on sait grosso modo comment ça peut marcher avec de l'évolution darwinienne, etc. Quoi. Mais pour avoir cette... insulte aux biologistes de dire ça, parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de choses à faire, de toute façon. C'est sûr. Ce cadre conceptuel. Vous parliez vous aviez employé l'expression briques élémentaires. Donc, GTAC pour l'ADN, par exemple, les acides aminés pour les protéines. Ça fait partie de ce qu'on appelle les ingrédients de base. Je parlais dans mon introduction des ingrédients et de la recette de la vie. Vous me direz si l'expression n'est pas un peu trop exagérée, mais on a cette notion qui revient souvent dans ce qu'on trouve notamment dans la presse d'ingrédients de base nécessaires à la vie, avec 3 ingrédients. Donc vous parlez des briques élémentaires, cette chimie organique donc basée sur le carbone, molécules basées sur le carbone. Pour qu'elle évolue, comme vous le disiez, dans les bonnes conditions, généralement on dit qu'il faut de l'eau liquide, qui est le deuxième ingrédient, et donc de l'énergie pour que tout ça puisse se mélanger. Donc briques élémentaires, on en a parlé. L'eau liquide comme milieu favorable ou indispensable, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que on considère que c'est le milieu nécessaire à la vie ? Alors l'eau, pour nous c'est extrêmement banal. Dans l'univers aussi, la molécule H2O, c'est la deuxième molécule la plus abondante dans l'univers. On sait qu'il y en a sur Mars, sur la Lune, partout dans le système solaire, les comètes. Par contre, de l'eau à l'état liquide, c'est beaucoup plus rare. Pour que l'eau soit à l'état liquide, alors elle peut exister sous forme de gaz ou de glace, ça, il y en a partout dans le système solaire, de la vapeur d'eau ou de la glace d'eau.
de l'eau à l'état liquide, on sait qu'il y en a sur la Terre. On est sûr qu'il y en a eu sur Mars dans le passé. On se dit que peut-être il y en a dans certaines régions sous Mars et que très probablement il y en aurait à l'intérieur de satellites glacés autour des planètes géantes. Il faut certaines conditions de température et de pression pour que ce soit à l'état liquide. À un bar entre 0 et 100 degrés, on a le... C'est ça, oui, et c'est le principe. En fait, on est tous un peu familiers. Parfois, ça surprend les gens, mais voilà, vous avez une cocotte minute. Pourquoi est-ce qu'on cuit parfois dans une cocotte minute? C'est pour aller plus vite, parce qu'avec la pression, on peut avoir de l'eau liquide à plus de 100 degrés. Donc, voilà, on cuit ses pommes de terre plus rapidement que dans une casserole où... Et à l'inverse, en montagne, où il y a moins de pression, on fait cuire ses pâtes à 80 degrés et c'est plus moins rapidement. bon, et on les loupe en général, et parce que ça bout, et ça bout à 80 degrés. Et si on descend en pression, typiquement... par exemple, Mars, c'est 6 millibars en moyenne à la surface. On ne peut pas avoir de l'eau à l'état liquide stable dans ces conditions de pression. Ça passe directement de la glace à la vapeur. Alors l'eau liquide est rare, mais pourquoi est-ce qu'elle serait indispensable à l'assemblage? Une fois qu'on l'a, c'était un préalable effectivement, une fois qu'on l'a à l'état liquide, c'est un solvant qui présente certaines particularités qu'on ne trouve pas dans d'autres solvants. Pour dire les choses de manière un peu stéréotypée, quand on fait de la synthèse en chimie organique, en général, on va utiliser des solvants adaptés pour l'étape de synthèse qu'on veut faire. C'est-à-dire on veut passer de A à B, on va dire, tiens, pour que ce soit efficace, je vais prendre ce solvant-là. En général, il y a une tête de mort sur la bouteille, il faut prendre 1 milliard de précautions, mais on sait que... on va avoir la réaction qu'on souhaite. Et puis après, pour l'étape d'après, on va se dire, non, ce solvant, il n'est pas adapté. On va prendre un autre solvant, donc on va faire une extraction, on va filtrer. On va prendre un autre solvant où là, il y a un poisson mort, ou le truc nocif. Donc des solvants qui sont bien spécifiques. Donc il fonctionne bien pour juste certains types de molécules. Certains types de réactions. Alors on dit dans le jargon polaire, protique, apolaire, aprotique, des trucs, puis toutes les combinaisons. On n'a pas défini solvant, hein, ça veut juste dire que c'est ce liquide dans lequel on fait les réactions. Le liquide, effectivement, dans lequel on fait la réaction. L'eau, quand on fait de la synthèse organique ciblée, en général, on évite. Pourquoi? Parce que l'eau va marier des propriétés qu'on trouve justement de manière séparée dans les autres solvants. Et si on veut faire une synthèse dans de l'eau, on va avoir un peu tout et n'importe quoi et des rendements qui vont s'effondrer. Quand on s'intéresse à l'émergence de la vie, là par contre, on n'a pas un chimiste qui va changer les ingrédients, ajouter les choses au fur et à mesure. Donc on a besoin d'un solvant qui est à peu près... universel, qui a un spectre de synthèse le plus large possible et qui a aussi une plage de stabilité à l'état liquide qui est assez large. Alors, dans certaines conditions de température et de pression, l'eau aussi est l'un des meilleurs. Et l'eau, c'est aussi une petite molécule. Parmi les solvants, c'est l'un des plus petits. Et dans le vivant, en fait, on se rend compte que... Alors, on parlait des protéines. La protéine fonctionne que si elle va prendre une certaine forme géométrique. La même formule chimique avec une forme différente, c'est d'autres propriétés. Oui, et surtout, c'est si on met la protéine dans un autre solvant que de l'eau, ça ne va pas se comporter de la même manière. Et donc, l'eau permet aussi, de par ses propriétés et sa taille, de façonner les molécules. Bon, donc on a l'eau comme espèce de solvant universel, en grosso modo, vous le disiez, qui permet à ces briques élémentaires de se rencontrer ou de s'associer plus facilement. Donc on a le milieu, on a les personnages, ensuite il faut pour avoir la narration complète, il faut l'élément déclencheur de l'histoire ou l'énergie qui permet à ces réactions d'avoir lieu. Donc troisième élément de cette recette, briques élémentaires, eau liquide et énergie qui doit arriver. Chez nous on a le soleil, c'est cette énergie photo, des rayonnements solaires qui permet généralement, on estime cet effet catalytique ou cette réaction de ces molécules. Il y a d'autres formes d'énergie possibles, mais voilà, cette énergie-là est l'élément, en tout cas le troisième élément clé. Oui, alors c'est le troisième élément effectivement qui semble intéressant pour
pour lancer les processus d'évolution, les processus de réaction liés à la vie. Ça, c'est quelque chose qui est un peu moins connu que les éléments et le solvant. Parce que l'énergie, elle peut exister sous forme de chaleur, elle peut exister sous forme d'énergie, dans notre jargon redox, de cascade d'électrons, ou elle peut exister sous forme de décharge électrique, comme tout à l'heure, quand je parlais des éclairs dans l'atmosphère de Miller, ou d'énergie photochimique via les étoiles. Et là, il y a différentes écoles de pensée. Moi, je suis assez séduit par certains travaux qui ont été faits récemment par des collègues qui travaillent sur ces questions, alors je ne peux pas rentrer dans les détails ici, mais parce que c'est un petit peu, ça appelle des complexes, des concepts de thermo qui sont un petit peu compliqués à expliquer rapidement, mais en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que on peut pas lancer le processus de réplication et d'évolution si on n'a pas une forme d'énergie qui serait dans des domaines d'énergie qui sont plutôt celles qu'on trouve dans le rayonnement ultraviolet, voire visible. Nous, on peut fonctionner dans le noir, il n'y a pas de problème. Des risques de dépression au bout d'un moment, quand même. Mais voilà, mais ça marche. Ça marche parce qu'il y a des processus de stockage d'énergie qui permettent de faire tourner la machine sans qu'on ait une lampe UV constamment braquée sur nous. Vous parlez d'UV, j'en profite pour rappeler aussi rayonnement ultraviolet. Quand on parlait du solvant, de cette eau liquide, un des arguments que j'ai aussi trouvé, c'est que cette eau avait aussi la vertu de protéger ces processus chimiques des rayonnements, des ondes, des vents solaires ou des rayonnements cosmiques, de pouvoir les protéger en profondeur, davantage que si ces réactions se faisaient en surface et étaient perturbées par ces éventuelles radiations dangereuses pour ces liaisons chimiques. Oui, mais c'est là qu'on peut se dire que l'eau, ça peut être la meilleure et la pire des choses. Ouais. C'est-à-dire que, justement, on a des voies de recherche qui poussent vers le fait qu'il faut de l'UV, un peu le début du visible, pourquoi pas dans les gammes d'énergie pour que ça fonctionne. Et d'un autre côté, on se dit, si on est dans l'eau, ça filtre les UV. Donc, on voit bien que là, il y a encore des choses sur lesquelles en tout cas, on n'est pas au clair. Et ça pose vraiment des questions intéressantes parce que si on a besoin du rayonnement UV, il faut qu'on soit pas trop loin de la surface pour que l'eau émerge, pour que la vie émerge. Il y a même des choses au niveau des voies de synthèse. Par exemple, si on veut associer des acides aminés pour former des protéines, c'est une réaction qui relargue de l'eau. Et alors, ceux qui ont quelques idées de chimie avec le principe de Le Chatelier, les déséquilibres chimiques, une réaction qui produit de l'eau, il y a peu de chances qu'elle soit favorisée quand elle est dans l'eau. Ça va dans l'autre sens. Ça va aller dans l'autre sens. Plutôt dissocier les protéines pour former des acides aminés. Donc, alors on peut se dire on est sur des surfaces minérales. Donc la réaction a lieu sur la surface minérale et on n'est pas gêné par l'eau liquide. Mais c'est passionnant parce que on est vraiment dans une phase où, en termes de réflexion sur l'émergence de la vie, autant on avait l'impression d'être dans un cul-de-sac entre les années 70 et je dirais 2009-2010. Et depuis 2010, il y a eu, grâce à des travaux de chimistes anglais, il y a eu une explosion à nouveau de la recherche, des nouveaux concepts qui ont été proposés et qui font que les choses avancent à nouveau. On n'a pas de réponse, mais il y a des progrès, de la recherche dans cette direction, mais effectivement, dans cette direction de comprendre comment la vie serait apparue sur Terre en se basant sur ce qu'on connaît. C'est-à-dire, on a parlé de l'eau liquide, on a parlé des ingrédients, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que tous ces ingrédients dont on a parlé sont basés sur le carbone. Alors, pourquoi pas d'autres molécules basées sur le silicium ou d'autres éléments chimiques. Sur d'autres mondes, éventuellement. Oui. On va parler un petit peu de ces autres mondes qui permettraient aussi l'émergence de la vie, mais on ne va pas trop spoiler, on fera ça en fin d'émission. Avant ça, intéressons-nous un petit peu
plus à ce qui s'est passé sur Terre. Là aussi, la science avance et nous donne quelques éléments, et c'est intéressant pour illustrer plus concrètement ce qu'on vient d'expliquer. Sur Terre, donc la Terre née il y a 4,5 milliards d'années avec le système solaire, 4, 5, 6, 7, 4,567 milliards d'années. Et au début, c'est extrêmement hostile à la vie. Il y a beaucoup de matière en fusion. Il y a le grand bombardement tardif de météorites il y a 3,9 milliards d'années. Et on retrouve des traces de vie potentielles dès 3,7 milliards d'années, ces fameuses stromatolites. Donc, c'est des espèces de cheminées de roches, de matière inerte, mais qui seraient le fruit des déchets. On parlait de métabolisme, des fameux déchets des premières bactéries. Et donc là, on aurait ces fameuses conditions nécessaires avec de l'eau liquide, un océan en surface qui serait arrivé sur Terre après ce grand bombardement tardif, avec de l'énergie, avec ces molécules organiques. C'est discuté, la date exacte, 3,5, 3,7, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il y aurait pu avoir ce fameux, ce qu'on appelle le LUCA, l'acronyme LUCA, Last Universal Common Ancestor, l'ancêtre commun, le père de cette fameuse évolution darwinienne qu'on évoquait aussi. Tout ça est discuté, évidemment, mais ça ouvre la voie à deux hypothèses. Est-ce que la vie est née sur Terre comme ça, dans cette espèce de soupe primordiale directement dans les océans, ou est-ce qu'elle a été en partie apportée par l'extérieur, par une arrivée de météorites, par exemple, de vie extraterrestre ou d'éléments extraterrestres? Les deux hypothèses sont discutées. D'abord, cette idée de soupe primordiale est assez parlante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a cette idée voilà, qui résume ce qu'on racontait, une espèce de bain propice où les éléments seraient mélangés d'eux-mêmes et où la vie serait intégralement terrestre, en un sens, terrienne. Alors, il y a beaucoup de choses là dans ce que... Ouais. J'ai essayé de faire un résumé assez rapide, malheureusement. J'ai commencé par la fin avec ces histoires d'où viennent les ingrédients. Ouais. Où est-ce que la vie est arrivée clé en main, entre guillemets, sur la Terre. Il y a une école de pensée, mais qui est pas, pour moi, qui se rattache pas vraiment à de la science, qui dit que la vie aurait été apportée d'ailleurs. Ce qu'on appelle la panspermie. La panspermie. Ouais. Ce qu'il faut avoir en tête quand on entend parler de panspermie, c'est que on ne sait pas comment ça s'est passé sur Terre, mais c'est pas grave, entre guillemets. Il n'y a pas besoin de l'expliquer parce que elle arrive d'ailleurs. Donc ça ne fait que repousser le problème. Et ça ne résout pas la question de l'origine de la vie. Alors, et derrière cette école de pensée, parfois, il y a des courants de pensée, pas tous, des courants de pensée qui défendent le créationnisme, le fait que, justement, il y a un intelligent design qui aurait créé la vie à un moment donné ou au moment du Big Bang, voilà, ou que ça existe depuis tout temps. Parce que certaines de ces personnes pensent qu'il n'y a pas eu de Big Bang. Donc, cette idée de panspermie véhicule parfois une arrière-pensée très... voilà, qui est hors cadre scientifique. Et surtout, qui ne repose à ce jour sur rien, parce qu'on analyse des météorites. Dans des météorites, on trouve des choses qui sont super intéressantes. On va trouver de la matière organique, des molécules. Mais attention, parce que parfois, on confond molécules organiques et organisme. Ça n'a rien à voir. Une molécule organique, c'est un assemblage d'atomes de carbone, d'azote, d'hydrogène, d'oxygène. Donc ça, on trouve de la matière organique dans les météorites. De l'eau, c'est de la matière organique. Il y a de l'oxygène. Enfin, il n'y a pas de carbone, mais alors l'eau, non, c'est pas de la matière organique, il n'y a pas de carbone, c'est un solvant. Mais la matière organique, c'est tout ce qui est à base de carbone. Donc inerte, matière inerte, pas forcément organique. Enfin, nous, on est fait de matière organique, un plastique est fait de matière organique, et on sait très bien expliquer pourquoi il y a de la matière organique dans les météorites, dans les comètes. Ça s'explique. Et le carbone est un élément qui est très abondant dans l'univers, donc il y a de la matière organique partout dans l'univers. Donc, on en trouve dans les météorites. Ça, c'est analysé en laboratoire. J'avais lu que 4 à 5% des météorites retrouvées sur Terre contenaient de la matière organique, dont des acides aminés. Oui. Oui. C'est un peu une sorte d'hypothèse faible de panspermie, c'est-à-dire que plutôt que de dire qu'effectivement il y aurait eu un intelligent design qui aurait amené la vie sur Terre, en tout cas ça peut être les météorites qui ont apporté ces ingrédients, ces briques élémentaires. Mais j'appellerais pas ça de la panspermie, justement. Parce que panspermie, historiquement, et même...
toujours à l'heure actuelle, la panspermie, c'est on apporte quelque chose de vivant. D'accord. Et pas des ingrédients de la vie. Ouais. Et alors, il y a aussi une version dégradée, alors sans que ce soit péjoratif, mais une version alternative de la panspermie qui dirait que la vie serait apparue sur Mars. Alors, on ne sait pas comment, mais suite à des impacts, il y aurait eu des météorites éjectés de Mars qui auraient été apportés sur la Terre et qui auraient amené la vie sur la Terre. Là-dedans, je dirais peut-être oui, pourquoi pas, mais déjà, on ne sait pas si elle est apparue sur Mars, donc c'est quand même une hypothèse très forte, et ça résout toujours en rien le problème de la formation, l'apparition de la vie. Donc le cadre qui me semble le plus intéressant de recherche à l'heure actuelle, c'est l'idée que la Terre, on avait un environnement propice à certains types de réactions chimiques. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des océans avec de l'eau à l'état liquide. Les ingrédients molécules organiques, d'où peuvent-ils venir ? Formation dans l'atmosphère, c'est une première possibilité, c'est ce qui a été testé par Miller dans les années 50, sauf que le mélange qu'il avait choisi n'est plus à l'heure actuelle le mélange qui nous semble le plus pertinent pour simuler l'atmosphère de la Terre primitive. Et quand on prend de nos jours le mélange qui nous semble le plus pertinent, il se passe quasiment rien. Sauf si on va vraiment chercher, on contrôle le pH, on met des antioxydants, on met ceci, on met cela. On ne peut pas l'exclure, mais c'est loin d'être aussi évident et lumineux que l'avait proposé Miller dans les années 50. Donc ces briques élémentaires ne seraient pas nées dans l'atmosphère, elles seraient nées ailleurs, ou potentiellement. En partie, pas seulement. Au fond des océans, il y a des petits volcans qu'on appelle des sources hydrothermales, et là aussi, il peut y avoir de la chimie intéressante, et on peut expliquer la formation d'acides aminés dans ce type d'environnement, d'autres molécules intéressantes. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, c'est une autre forme d'énergie, du coup. C'est plus énergie calorifique, la chaleur, que de l'énergie... ou de l'énergie redox. Qui peuvent, parce qu'il y a des catalyseurs minéraux qui peuvent faire des choses assez intéressantes. En tout cas, sans soleil, potentiellement, on peut réussir à faire ces briques élémentaires. Et la troisième possibilité, alors je vais peut-être paraître un petit peu biaisé parce que c'est là-dessus que je travaille, mais je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi ça m'intéresse, c'est que via des météorites, des comètes, là on sait, parce qu'on analyse, on sait qu'il y a de la matière organique, on sait combien il y en a, on sait sous quelle forme. Donc là, on n'est plus lié à des hypothèses, parce que même les sources hydrothermales, ça dépend de combien il y en avait sur la Terre primitive, l'état redox du manteau, le type de gaz qui sortait, qui circulait à l'époque. Là, en fait, la composition des comètes qu'on observe à l'heure actuelle, ou des météorites qu'on recueille sur la Terre, n'a pas évolué en 4,5 milliards d'années. Donc là, on a accès un peu au catalogue, en tout cas l'un des catalogues des ingrédients chimiques, mais par contre, on ne connaît pas la recette. Et on travaille à partir de ce catalogue. Et je pense que la question actuelle, c'est plus de s'opposer, de dire oui, Miller avait raison, non, en fait, ça se passe au niveau des sources hydrothermales ou c'est les comètes et les météorites, parce que tous ces ingrédients de base, acides aminés, sucre pour former, par exemple, le ribose, qui est au cœur vraiment de la molécule d'ARN, tout ça, c'est pas un problème. En avoir, c'est pas un problème. La recherche à l'heure actuelle se concentre sur le fait de comprendre comment, une fois qu'on a ces ingrédients, on passe aux étapes de complexification et d'évolution qui viennent après. Donc, je ne dis pas que c'est un faux problème et qu'on s'en fiche, parce que c'est vachement intéressant de savoir, de mieux connaître la Terre qui a été au moment où la vie a émergé. Notamment pour savoir dans quelles conditions ça pourrait émerger ailleurs. Plus en termes de conditions qu'en termes effectivement d'ingrédients chimiques. Vous parliez des comètes et de votre travail. Je disais aussi en introduction que vous avez travaillé sur l'instrument COSIMA, sur la sonde Rosetta. Cette sonde a permis de trouver sur la comète Tchouri des acides aminés, de la glycine, un acide aminé simple. Et là, c'était une preuve directe que ces acides aminés, ces briques élémentaires, étaient abondantes dans les comètes qui auraient pu, en quelque sorte, ensemencer la Terre. Oui, alors avec Rosetta, alors tout à l'heure, vous avez dit que j'avais été
J'avais participé à la conception des instruments, non parce qu'à cette époque-là, j'étais au lycée ou c'était un peu tôt. ou encore au tout début de l'université, parce que tout a été construit dans les années 90. D'accord. Moi, j'ai vraiment rejoint la mission à partir de 2004 et j'ai participé à de la préparation, de la calibration et puis toute la phase d'interprétation d'exploitation des opérations entre 2014 et 2016. Et puis on travaille encore à essayer de comprendre ce qu'on a observé. Donc oui, alors il y a un instrument qui analysait la phase gazeuse, qui a vu de la glycine. Donc c'est pour ça que je disais que s'émerveiller sur le fait qu'on découvre de la glycine, alors c'est intéressant pour moi en tant que chimiste, parce que je me dis comment est-ce que la glycine arrivait là. Et ça, on ne le sait pas aujourd'hui, on ne sait pas comment ça a pu être formé. Il y a des scénarios, c'est pas très compliqué, mais en fonction de la voie de synthèse, ça va nous donner plein d'informations sur les conditions de formation du système solaire. Mais grosso modo, en 2 mots, qu'est-ce qui fait que les conditions sont plus favorables sur une comète que sur Terre pour former de la glycine? Pourquoi ce serait formé Alors pourquoi? Parce que si la Terre était formée son atmosphère était formée essentiellement, on pense, de CO2 et N2, donc de dioxyde de carbone et de diazote, là vous envoyez des photons, vous envoyez des décharges électriques, vous allez faire un petit peu de graphite et un petit peu de molécules organiques, mais vraiment pas grand-chose. Les comètes, elles sont formées, et ça, on l'observe, on n'est plus justement sur des hypothèses de travail comme on est sur la Terre primitive. Les comètes, on sait qu'elles sont formées de glace, en partie, et de minéraux, dont on connaît la composition, et on sait que ces glaces, elles sont dominées par de l'eau, du méthanol, de l'ammoniac et d'autres molécules. Ça, on sait, on l'observe. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On dit... On va aller en laboratoire, on va mélanger les glaces qu'on observe dans les comètes et on va les irradier. On fait un peu une expérience de Miller, non pas pour simuler l'atmosphère primitive de la Terre, mais pour simuler ce qui se passe dans les glaces cométaires. Et là, c'est un peu un festival. Comme Miller avait montré en termes de diversité, de richesse de synthèse avec une composition qui n'est peut-être pas adaptée, là, on sait que la composition est la bonne. Et c'est une usine, entre guillemets, à production à matière organique, en incluant les acides aminés, voilà, plein de choses. Donc après, la question, c'est une fois que ça arrive sur la Terre, quelles sont les voies chimiques qui peuvent conduire à l'apparition de la vie? Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ça aide beaucoup les chimistes de pouvoir se baser sur des choses concrètes, c'est-à-dire on sait qu'il y a ça qui est tombé sur la Terre. Donc c'est à partir de ça que je vais travailler dans mon laboratoire pour essayer d'expliquer et de progresser vers la connaissance de l'apparition de la vie. Bon, on a cette piste qui est intéressante parce que justement, si ces briques élémentaires sont venues des comètes, des météorites, potentiellement les comètes et les météorites peuvent tomber sur à peu près n'importe quelle lune ou planète. Oui. Donc ça ouvre la voie, ça ouvre l'espoir à étudier comment ça pourrait éventuellement évoluer ailleurs. Sur Terre, j'ai pas mentionné le nom, mais c'est important de mentionner cet ancêtre commun. C'est ce qu'on appelle les cyanobactéries, aussi les algues bleues de façon plus vernaculaire, qui pourrait être ce premier ancêtre il y a 3,5 milliards d'années. Quelle forme ça pourrait prendre ailleurs? On ne sait pas trop, il y a pas mal de... Alors c'est vrai qu'on a déjà fait des émissions dans 300 milliards d'étoiles sur Mars, où on explore un peu ces pistes, et sur Vénus. J'aimerais qu'on s'attarde plus aujourd'hui sur des choses dont on n'a pas encore parlé ici, c'est des magnifiques lunes, notamment de Jupiter et de Saturne, qui ont des conditions environnementales extrêmement différentes de nous, mais qui pourraient aussi avoir des conditions d'évolution intéressantes pour des molécules organiques. On va en évoquer 3. D'abord Europa, la lune de Jupiter, une des lunes de Jupiter, alors qu'on voit souvent en photo extrêmement belle avec plein de stries orangées, une lune glacée recouverte de glace avec plein de stries orangées. C'est des couleurs reconstituées, on ne sait pas trop si c'est les vraies couleurs justement ou si c'est les... Les contrastes sont poussés. Il y a effectivement des couleurs, mais en général, quand on a des images qui nous viennent des sondes spatiales, c'est des... Voilà, sur ces sondes, il y a des filtres, il y a différents filtres, des gammes qui sont favorisées pour des raisons scientifiques par rapport à d'autres. Et puis après, l'image qu'on a, c'est une reconstitution, une représentation. Et en plus, si c'est pour le grand public, là, on va... Pour faire un peu rêver les gens. On va avoir un petit biais artistique. Et aussi, comme parfois certaines informations nous proviennent de l'infrarouge ou de l'ultraviolet,
ça, nous, on ne le voit pas. Donc, si on veut le représenter sur une image, on va le coder en couleur visible par nous. Et ça donne des informations. Mais il faut toujours être un petit peu vigilant sur le fait que les photos qu'on voit ne sont pas forcément ce que nous, on verrait avec nos yeux si on était... si on se balade comme Brad Pitt dans Ad Astra à travers le système solaire, c'est pas sûr qu'on... mais c'est un très bel objet. Alors, c'est de la glace. À la surface, c'est de la glace. Alors, c'est une lune glacée de Jupiter. C'est de la glace d'eau. Et contrairement à d'autres lunes glacées, il y a très peu de cratères d'impact à la surface. Le fait d'avoir des cratères d'impact, par exemple, quand on regarde la Lune, c'est recouvert de cratères parce que c'est une surface qui est très ancienne. Donc, en fait, il n'y a aucun processus qui efface. Il n'y a pas de volcanisme, il n'y a pas d'érosion qui efface les cratères. Donc ça tectonique des plaques, comme chez nous. Voilà, exactement. Sur Terre, il y a très peu de cratères. Et sur la Lune, il y en a plein. C'est pas parce qu'on en a eu moins que sur la Lune, mais sur nous, un cratère, au bout de quelques centaines de millions d'années, la surface se renouvelle. Et donc, Europe, donc déjà, on voit des stries, on voit des structures très intéressantes, comme si on voyait des plaques qui avaient... un peu comme un puzzle qui se serait... avec des pièces qui auraient bougé les unes par rapport aux autres. Des indices de mouvement sur de la surface. Un genre de tectonique, mais alors on n'est pas du tout sur des processus comme sur la Terre. Et le fait qu'il y ait peu de cratères, ça indique que cette surface est jeune. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui la renouvelle. Toutes les observations qu'on a au sujet de cette lune glacée conduisent à l'idée que sous cette surface glacée, alors 10, 30 km sous la surface, il y aurait de l'eau à l'état liquide. Donc il y aurait... c'est ce qui fait souvent rêver un océan souterrain interne, sur Europa. Ça fascine tout le monde parce qu'il y a ce biais qui est peut-être erroné, mais en tout cas, on ne le sait pas, sur l'idée que dès qu'il y aurait de l'eau liquide, il y aurait de la vie. Je pense que pour expliquer l'apparition de la vie sur la Terre, sans eau liquide, on n'y arrive pas. Mais ça ne veut pas dire que dès qu'il y a de l'eau liquide ailleurs, il y aurait de la vie. Une condition nécessaire mais non suffisante en quelque sorte. On pourrait dire que c'est... En tout cas, tant que ce n'est pas été démontré sur plusieurs exemples, on ne peut pas l'affirmer. Donc c'est une hypothèse de travail. Il faut de l'eau liquide pour que la vie apparaisse. Donc c'est super intéressant d'aller dans les endroits où il y a eu de l'eau liquide, comme sur Mars, ou potentiellement il y a encore de l'eau liquide comme sur Europe. Donc oui, il faut aller l'explorer. Parce que ce qui a beaucoup excité l'imagination, c'est à la fois Hubble et la sonde Galileo. On a vu ces fameux panaches de vapeur qui sortaient du pôle sud d'Europe. Alors ça, c'est Encelade. Ça, c'est Encelade, pardon. Je pensais qu'il y avait aussi sur le... Alors, il y a des jets de matière sur... Mais c'est pas sur le pôle sud, du coup. Sur Europe, alors je ne saurais pas te dire. Je ne suis pas sûr que ce soit au pôle sud ou... J'ai peut-être confondu, j'avais vu aussi sur le pôle sud. Mais en tout cas, on a vu des panaches de vapeur qui montraient donc à la fois qu'on avait cette eau, on a identifié après ça comme de l'eau. Donc, énergie qui provoque les sorties de ces panaches de plusieurs kilomètres, eau, et donc aussi matière organique possible sur ces lunes, qui donnerait ces trois ingrédients qu'on retrouverait, matière organique plus énergie plus eau liquide, qui ferait fantasmer, comme vous le disiez, sur la possible réaction de tous ces éléments. Alors la matière organique, ça c'est une question, parce que d'où viendrait-elle ? Il n'y a pas d'atmosphère, donc on peut exclure les synthèses type expérience de Miller dans l'atmosphère. Des apports extraterrestres, comètes qui tombent, oui, pourquoi pas, mais là, elles ne sont pas freinées par l'atmosphère. Donc, ça arrive quand même assez violemment. Donc, la survie de ces éléments est compliquée à imaginer, mais on ne peut pas l'exclure complètement. Mais on commence à mettre des si. Et une fois que c'est à la surface, il faut quand même avoir des mécanismes qui permettent que ça soit transféré vers les océans qui sont à quelques dizaines de kilomètres en dessous. Donc, c'est... Bon, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible, mais il y a quand même des obstacles. Au fond, l'intérêt d'Europe, par rapport à, par exemple, Callisto et Ganymède, qui sont deux gros satellites de Jupiter aussi, on pense qu'il y a un océan liquide, mais lui, cet océan serait entre deux couches de glace, sur Ganymède et Callisto. Sur Europe, on aurait couche de glace, océan de liquide, et cet océan serait directement en contact avec un manteau rocheux. Et là, s'il y a une activité géothermale, on peut imaginer des synthèses de type
de ce qu'on étudie pour la Terre primitive au niveau de sources hydrothermales. Donc là, ça serait un cas qui serait vraiment intéressant parce que sur Terre, on a 3 possibilités un peu d'ingrédients. Là, on n'en a qu'une. Sur les histoires d'énergie, je vous ai dit, j'ai certains collègues qui disent s'il n'y a pas d'UV ou de lumière visible de l'étoile, c'est pas possible. Là, au fond de l'océan, c'est pas possible. Donc, si la vie apparaît sur Europe, elle est vraiment dans des conditions qui sont très, très différentes. Ouais. En termes d'émergence et de maintien, qui seraient quand même très, très différentes de ce qu'on a sur Terre. Donc, c'est super intéressant. Mais on est vraiment dans un cas qui est très, très différent de la Terre primitive. Donc, d'autant plus une raison d'y aller. C'est vrai qu'il faut distinguer les conditions d'émergence et les conditions de maintien. En termes d'émergence, il y a tout ce que vous disiez comme hypothèse sur la forme d'énergie nécessaire. En termes de maintien, on a cet espoir-là aussi pour les exobiologistes d'avoir ces traces de bactéries sur Terre, sur ces sources hydrothermales. On sait que les bactéries résistent à des conditions extrêmement de pression et de température extrêmement fortes. Les bactéries, en tout cas, se maintiennent dans ces conditions-là. Apparition ou adaptation. Et donc, c'est vrai qu'on sait qu'une fois que l'expérience de la Terre, c'est qu'une fois que la vie est apparue, c'est quand même rudement difficile de s'en débarrasser. C'est-à-dire que le vivant, justement, via l'évolution, trouve des... c'est toujours délicat de parler comme ça, parce qu'il ne trouve rien, mais l'évolution fait qu'il y a des bactéries qui ont réussi, au final, à s'adapter à quasiment tous les environnements. On retrouve des bactéries vivantes à la surface extérieure de l'ISS aussi. On a vu des choses. Alors, elles ne sont pas vivantes, elles sont en état de sommeil. Elles ont résisté, et quand on les remet en culture dans les conditions qu'elles aiment bien, elles repartent. Mais elles sont pas. Il n'y a pas de bactéries qui grouillent l'extérieur de la station spatiale et résistent à des conditions extrêmes. Mais là, je ne parle pas de résistance, je parle vraiment d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui se reproduisent de manière optimale à plus de 100 degrés au fond des océans. Alors, comme on est sous pression, à 100 degrés, elles ne bout pas encore. Et si vous les mettez à 20 degrés, elles meurent. Elles sont adaptées à leur milieu. Donc, elles sont adaptées à leur environnement. Donc, c'est pour ça que si la vie est apparue sur Europe, avec un grand si, elle a dû s'adapter à des environnements qui sont très, très différents. Alors, est-ce qu'on serait capable de la détecter ? Est-ce que la solution trouvée, ça sera protéines, ADN, ARN, membrane On n'en a aucune idée. Mais justement, comme on travaille sur une espèce de, comme je le dis souvent, un axiome. On parlait des ingrédients chimiques, de l'eau à l'état liquide et de l'énergie. Parfois, on entend dire, s'il y a ça, il y a la vie. Non. On n'en sait rien, c'est une hypothèse de travail, c'est quelque chose qui n'est pas démontré, mais qu'on essaye en quelque sorte de transformer en théorème. Et pour transformer ça en théorème, il faut explorer des environnements où on rencontre ces ingrédients. Ces trois ingrédients. Et ça sera long, c'est difficile, parce qu'Europe, on est dans la ceinture de radiation de Jupiter. Imaginez, même concevoir des instruments qui résistent plus de quelques heures dans ces conditions, c'est très, très difficile. C'est un vrai challenge technologique en plus que le challenge scientifique. On va peut-être progresser un peu dans les années qui viennent. Il y a une nouvelle sonde de la NASA, Clipper, qui doit aller en 2022 explorer Europa. Donc on espère avoir d'autres indices, d'autres éléments pour conjecturer. Il y a un projet. Alors Clipper, je crois que c'est reporté maintenant. Il parle plutôt de 2025 pour le lancement. Il y a aussi un projet, il y a des études de recherche et de développement au niveau de la NASA, où même nous, on est impliqués en France pour certains instruments. Europa Lander. C'est-à-dire se poser, gratter, faire de l'analyse. Il y a beaucoup de communication autour de ça, avec l'idée donc on va chercher la vie. Je me demande dans quelle mesure c'est pas une erreur d'insister tant sur l'aspect on va chercher la vie, parce que dans les années 70, la NASA avec les missions Viking avait cette même volonté en disant on va chercher la vie, et finalement, en découvrant l'environnement martien, on s'est rendu compte que les instruments
n'était pas adapté à cet environnement. Et donc maintenant, on se dit, la vie sur Mars, il faudra sans doute un retour d'échantillons. Donc adapter la même communication pour Europe, c'est peut-être pas forcément une bonne stratégie. C'est un monde qui sera de toute façon fascinant. Voilà. Mais il y a c'est vrai qu'en termes de communication, c'est une stratégie pour avoir des budgets plus que pour avoir des résultats du peut-être. Public. Il y a ce côté, je pense, faut vivre avec. Tant que c'est la com, je dis pourquoi pas. Quand on entend le même discours dans la bouche des scientifiques, parfois je me dis, là, il y a peut-être un peu trop d'extrapolation et peut-être de méconnaissance de certains travaux, justement, de gens qui font de la chimie prébiotique, la plus avancée à l'heure actuelle, qui, pour eux, pensent que c'est long. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais j'ai des collègues qui disent que c'est impossible. Et c'est pas les derniers idiots, c'est parmi les meilleurs chimistes qui travaillent sur l'apparition de la vie. Donc, voilà, la science, elle progresse par des hypothèses, des tests, donc faut y aller. Bon, j'accélère parce qu'on a déjà été très long et je ne voudrais pas décourager les gens d'ouvrir ce podcast et d'écouter vos explications. On va juste l'évoquer, mais il y a aussi Encelade, vous le mentionnez, qui a aussi montré, alors on passe de Jupiter à Saturne, encore plus loin de nous, mais qui a aussi des panaches de fumée, donc une petite lune de Saturne, aussi très belle sur les images qu'on peut voir sur les différents sites. Magnifique, On voit des geysers presque vus à la surface rasante, c'est extraordinaire. C'est des superbes images en tout cas, et donc un autre potentiel océan souterrain qui pourrait amener plein de conjectures sur d'éventuelles réactions organiques. Et puis il y a une autre lune qui est très intéressante, on l'a aussi rapidement évoqué, c'est Titan. Aussi lune de Saturne, pour le coup très grosse, parce qu'elle est même plus grosse que Mercure. C'est une lune plus grosse que la plus petite planète du système solaire. Et là, ce qui est intéressant, vous l'aviez déjà un petit peu évoqué, mais c'est qu'il y a des conditions qui pourraient éventuellement permettre une évolution organique complexe, mais avec une base différente de la nôtre, puisque sur Titan, on pourrait trouver des formes de solvants liquides qui ne seraient pas de l'eau, du méthane et de l'éthane liquide, vous l'évoquiez. Et donc là, il faudrait imaginer une forme de vie éventuelle qui serait développée sur des bases totalement différentes de la nôtre. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que j'avais vu passer une étude de chercheurs qui s'étaient amusés à imaginer une fameuse membrane, cette membrane qu'on identifiait comme indispensable à la définition, à la frontière d'une cellule vivante, une membrane fondée sur d'autres éléments que ceux qu'on connaît chez nous. Donc ils avaient réussi à reproduire la fabrication de cyanure de vinyle, qui serait la base pour avoir une espèce d'azotosome, qu'ils appelaient ça une azotosome, une membrane à base d'azote. Ils n'ont jamais fait expérimentalement, mais c'est du calcul informatique. C'est un calcul théorique qui dit que à partir de certaines molécules qui sont observées dans l'atmosphère de Titan, on peut imaginer de faire des vésicules. Alors là, on est dans ce que les Américains appellent la weird chemistry, la chimie bizarre, basée sur des concepts qui sont complètement différents. Je pense qu'il faut... Mais c'est un exemple qui montre juste qu'effectivement, on peut imaginer, puisqu'on n'a qu'un seul exemple de la vie qui est celui de la Terre, il faut faire attention à ce biais de vouloir répliquer nos conditions, on peut tout à fait imaginer qu'il y a des choses totalement exotiques par rapport à notre référentiel qui émergent ailleurs, quoi. Oui, alors, ça pose plein de questions intéressantes, parce que quels instruments on prévoit, on conçoit pour aller chercher des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'une mission spatiale, quand on l'a choisie, a des objectifs scientifiques, on se fait une projection de l'objet qu'on va aller explorer. Il y a une compétition entre les chercheurs, les laboratoires pour mettre leurs instruments parce qu'ils ont des bonnes raisons de penser que ça va être les instruments les plus utiles. Il y a une sélection. Et puis après, on arrive alors Titan, ce ne sera pas la première fois. Mais, on arrive sur cet objet qui a des conditions très différentes de celles qu'on connaît. Et en général, quand on est dans un laboratoire sur Terre, on se dit, tiens, ça, cet instrument, c'est pas celui, vu ce que je cherche à analyser, c'est pas le bon. Je vais soit faire une demande de financement pour en avoir un autre, ou je vais aller chez les copains ailleurs, pour faire l'analyse sur leur instrument qui semble être plus adapté. Avec une mission spatiale, c'est pas possible. C'est mis du temps pour aller jusqu'à là-bas, donc il ne faut pas se rater, quoi. Et donc, il y a une mission très ambitieuse qui s'appelle Dragonfly, qui est développée par la NASA, qui est une espèce de
d'hélicoptères, enfin drone, il y a 8 hélices, enfin, c'est quelque chose de vraiment fantastique, qui a été décidé, qui est lancé maintenant. Et l'idée, c'est d'aller voler dans l'atmosphère de Titan et de faire des prélèvements avec justement des instruments qui vont être assez versatiles en termes d'analyse chimique. Donc il y a ce qu'on appelle un spectromètre de masse qui permet de fragmenter tout ce qu'on récupère. Et après, on a des fragments, donc on essaye de reconstruire le puzzle, mais c'est pas forcément... Parfois, on peut le reconstruire de plusieurs manières avec les fragments. Sera complété par un chromato qui permettra justement, un chromatographe en phase gazeuse qui permettra d'aider à ça. Voilà, mais on ne va pas plonger dans les océans de méthane. C'est pas prévu, mais il y aura, je pense, des choses. En tout cas, c'est un monde fascinant avec effectivement ces océans. Il y a même un cycle, parallèle du cycle d'eau. Il y a le cycle du méthane. Il y a les pluies de méthane, les océans de méthane, le climat, les saisons, des nuages de méthane. Et l'atmosphère est constituée principalement d'azote et de méthane. Et ce type de composition d'atmosphère est propice à des tas de synthèses organiques. Par contre, il n'y a pas d'eau liquide. Donc, ça nous permet d'étudier jusqu'où va la chimie en l'absence de liquide. Le rôle du méthane dans tout ça, du méthane liquide, c'est pas un solvant très, très excitant pour un chimiste, mais on sera sans doute surpris. Il y a forcément des choses, peut-être qui n'ont rien à voir avec la vie, mais qui vont être passionnantes à étudier grâce à cette mission. Bon, en tout cas, voilà pour ce petit tour de quelques astres du système solaire qui nous montrent déjà la diversité et les potentiels qui font rêver, nous, en tant qu'amateurs, forcément, pour la recherche de la vie, même si vous avez raison de le rappeler, en tant que scientifique, il faut un peu modérer nos ardeurs. On est vraiment... Et s'intéresser aussi à la planétologie en tant que telle. Il y a des choses fabuleuses à voir, même si on ne trouve pas de vie. Mais voilà, au-delà des milliards d'exoplanètes et de leurs éventuels océans d'eau liquide, qui d'ailleurs en tant qu'océan ne seraient pas forcément, on l'a dit aussi, à des limites, les meilleurs forcément candidats pour l'émergence de la vie. Dans le système solaire, on voulait vous montrer ça, il y a des tonnes aussi de mondes potentiels à explorer. Merci beaucoup en tout cas Hervé Cotin pour toutes ces explications. On a beaucoup débordé, mais c'est Noël, on s'en fiche, on a du rab. Merci à Roman aussi qui nous prépare cette émission à la technique. Merci à vous tous qui nous écoutez. On se retrouve nous le mois prochain pour continuer à explorer l'univers, et d'ici là n'hésitez pas à explorer notre site, à explorer nos autres podcasts. On a Salut le Turfu, on a Rétrofutur, on a Tech Crash et on a bientôt aussi un nouveau podcast pour la rentrée pour vous, on vous fera la surprise. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Salut à tous!